Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi et vous le savez, à 11h, nous commentons l'actualité. Bien des choses à dire aujourd'hui. Emmanuel Macron en visite chez le professeur Raoult à Marseille hier. Une visite politique, on en parle avec vous. 81% des Français pensent que le gouvernement leur a caché des choses sur l'épidémie. Et vous, qu'en pensez-vous? Et Christophe Castaner contre le masque obligatoire. Qu'en pensez-vous également? 0826 300 300. On en débat avec Arnaud Benedetti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là, Arnaud, professeur Oui, à la Sorbonne, très bien. spécialiste en communication politique, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Votre dernier livre s'intitule Le progrès est-il dangereux? Bonne question. Et c'est paru chez Humain Science. Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard. Vous avez publié Ils ont tué la gauche aux éditions Fayard. Bonjour Pierre. Bonjour Valérie. Vous allez bien? Tout va très bien, merci. Bon, moi je crois que vous avez eu le coronavirus avant l'heure. La dernière fois que vous étiez venu, vous étiez gris, vous aviez passé 10 jours au lit. C'est très probable. Près de 14 jours au lit, oui. Ça a été, oui, effectivement, oui, vous en souvenez. On verra Oui, absolument. si le test sérologique le confirme. Absolument, quand il y aura des tests, évidemment. Quand il y aura des tests. Judith Weintraub, bonjour, grand reporter au Figaro Magazine. Bonjour Judith. Bonjour Valérie. Vous allez bien? Ça va fort bien, merci. Bon, tant mieux. Et nous attendons Geoffroy Boulard, qui n'est pas là, mais qui devrait pas tarder à nous rejoindre, maire LR du 17e arrondissement. Donc, on va faire un petit tour déjà de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Judith, commençons par vous. Moi, c'est un coup de cœur. On va en parler dans l'émission au moment où l'exécutif n'inspire pas la confiance, euphémisme. Il y en a un que je trouve très bon dans l'exercice, c'est le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, que je trouve clair. Il était ce matin sur Europe 1, pour ne pas la citer. Il a répondu précisément à des questions concrètes qui angoissent beaucoup les petits patrons notamment, par exemple sur la date à laquelle ils seront remboursés des avances qu'ils ont été obligés de faire pour payer leurs employés en activité partielle. Voilà, c'est carré, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de grands mots, il n'y a pas de pathos, bravo. Il faut ajouter à ça l'accord qui a été obtenu cette nuit entre les ministres des Finances européens pour débloquer 500 milliards d'euros. Qui est très bien et qui est dû d'ailleurs à la stratégie de Bruno Le Maire qui a bien pris soin de séparer la mutualisation des dettes passées de la mutualisation des dettes à venir. Voilà. Oui, non mais c'est sûr qu'il a été clair. Après il va falloir voir dans la réalité des choses comment les choses vont se passer, oui. Absolument. Alors qui voulait réagir? Moi je veux bien Pierre? réagir, Valérie, c'est Pierre. Oui. Pierre Jacquemin. Je partage le sentiment de Judith sur la clarté avec laquelle effectivement le ministre de l'économie peut se prononcer. D'ailleurs, ça se ressent, je crois, Arnaud pourra nous en parler peut-être, mais dans les chiffres des sondages, c'est vrai qu'il apparaît comme étant une personnalité qui monte. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser. J'ai écouté ce matin une interview effectivement dont parle Judith, mais il est déjà dans l'après, Bruno Le Maire. On a le sentiment qu'il est déjà dans l'après et il prépare les consciences à la sortie de crise où il explique qu'il faudra faire des efforts, qu'effectivement il y a un travail qui est fait au niveau européen et sans doute c'est très bien et on verra comment ces 500 milliards d'euros seront répartis sur quel type de priorité, mais on a le sentiment quand même que le ministre de l'économie essaie de nous faire comprendre dès maintenant qu'il faudra faire des efforts. Il l'a dit, il faudra faire des efforts dès après la sortie de crise et que ces efforts vont évidemment reposer, on le sait, sans doute, puisqu'il l'a dit, il ne reviendra pas sur la question de l'impôt sur la fortune, donc sans doute cet effort reviendra sur les Français d'une manière générale et que c'est sans doute eux qui paieront le coût de l'après-crise. Et que ça, je pense que ça mérite et ça nécessitera un débat très important sur savoir comment on se relève de cette crise qui sera une crise économique et financière inédite et très importante sans doute. Mais ça serait fort fâcheux, je pense, que ce coût soit et ne repose uniquement que sur les Français à travers la possibilité pour les Français de travailler plus longtemps, à travers la possibilité des Français de donner leur congé annuel. Oui, c'est ça, il y aura des contreparties. Absolument, et il ne faudrait pas que ça tombe sur les mêmes, encore une fois. Et j'ai le sentiment que on a quand même face à nous un gouvernement de droite, et notamment le ministre de l'économie qui incarne la droite dans tout ce qu'elle a de plus traditionnel, et que donc on sent déjà venir que le nouveau monde, ou en tout cas ce monde d'après, sera le monde d'avant, puissance 10, avec de la rigueur, et rien que de la rigueur.
voulais dire il faudra pas que ce soit aussi inégalitaire que l'impôt sur le revenu qui ne touche que 47% des foyers fiscaux, c'est ça que vous voulez dire? Ce que je veux dire, c'est que l'impôt sur le revenu, au moins, a le mérite de rapporter de l'argent dans les caisses de l'État, de l'argent qui serait nécessaire aujourd'hui. Je dis pas que c'est seul l'impôt sur le revenu qui va pouvoir... pardon, j'ai mélangé, je pensais que vous parliez de l'impôt sur la fortune. Non, je parle de l'impôt sur le revenu qui ne frappe que moins de 50% des foyers, assiette très étroite qui explique que peu de foyers payent beaucoup. Oui, absolument. Mais j'ai peur que demain, on demande encore plus d'efforts, et notamment à travers l'impôt sur le revenu, mais à travers d'autres possibilités. Je le rappelle sur le droit du travail. Voilà une pensée qui vous honore. Non, je souhaiterais qu'on mette à contribution davantage ceux qui auront profité de la crise. Je pense notamment aux supermarchés, aux grands lobbies du commerce en ligne. Je pense aux GAFA, évidemment. Je pense que ce sont des acteurs qui aujourd'hui bénéficient énormément de la crise. On voit aujourd'hui les prix, notamment des denrées alimentaires, augmenter dans les grandes surfaces. Je pense que tous ces acteurs qui auront gagné dans cette crise devront être mis à contribution très largement demain à la sortie de la crise. Ouais, moi j'ai un petit peu souri hier avec une sortie de Bruno Le Maire qui a dit les produits français sont plus chers que les produits étrangers. Enfin, les fraises d'Espagne, les fraises Garrigues sont plus chères. Oui, on a envie de lui dire que s'il faisait son marché, il se rendrait compte que c'est le cas tout le temps. Mais bon, c'est pas nouveau que les produits français sont plus chers. Il y a un auditeur juste qui m'interpelle sur Rungis. On en a parlé hier et c'est vrai que c'est absolument scandaleux. Ces frais qui sont demandés aux familles, ça peut faire un coup de gueule également, ces frais qui sont demandés aux familles pour garder les corps à Rungis et c'est vrai que c'est très très choquant. Peut-être une petite réaction là-dessus les uns et les autres. Totalement indécent. Geoffroy Boulard nous a rejoint. Bonjour Geoffroy. Bonjour Boulard. Valérie, bonjour à tous. Bon, maire du 17e arrondissement. Arnaud, alors votre coup de cœur, il va dans la continuité de ce que je disais sur les fruits et légumes. Il sera bref, mais il me semble frapper au coin du bon sens. En l'occurrence, c'est d'abord un coup de cœur pour nos agriculteurs, parce que l'indépendance alimentaire est une question aujourd'hui qui apparaît tout à fait essentielle dans le contexte que l'on traverse. Et celles et ceux qui, notamment à Bruxelles, considèrent que parfois l'agriculture est plus une charge que un bienfait un bienfait sociétal et un bienfait absolument essentiel, aujourd'hui doivent vraisemblablement aussi revoir leur logiciel, parce qu'il s'agit d'une condition sine qua non pour que la société encore puisse fonctionner. Et imaginons un seul instant si nous étions dépendants des Chinois pour notre alimentation. Donc je crois que on ne le dit peut-être insuffisamment, mais c'est un point qui me paraît important à relever. Oui, vous avez raison de le dire. Oui, qui veut intervenir, Pierre? Moi, Pierre, oui, j'ajoute une chose, parce que c'est vrai que sur la question de la production alimentaire, c'est vrai que, je le disais tout à l'heure, on constate dans certains départements, et je pense notamment au territoire d'outre-mer, une augmentation des prix des biens de première nécessité. Ouais. Et ça, c'est à corréler aussi avec une partie de la population française qui se retrouve aujourd'hui au chômage, même si elle touche 80%, pas au chômage, pardon, en chômage partiel, avec 80% du salaire net. Ça fait pour des petites familles qui touchent des revenus de 1 600 euros par exemple, des mois à moins 250, moins 300 euros. Donc c'est à corréler. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même face aussi à une crise possiblement sociale énorme du pouvoir d'achat. Je pense à des familles ou des mères isolées qui se retrouvent avec un salaire grévé de 300 euros, qui doivent faire face à des augmentations de prix dans les supermarchés. C'est des choses qu'il faut avoir en tête et qui sont, à mon avis, pas à prendre à la légère. Bien sûr, bien sûr. Judith Weintraub. On peut aussi ajouter que, et c'est ce que voulait dire Bruno Le Maire, c'est que la mondialisation a des avantages pour le consommateur. Et c'est un rêve ou un fantasme de penser qu'on pourra produire français avec le même coût pour le consommateur français. Donc il y a des parties de la mondialisation très importantes, voire majoritaires, sur lesquelles on ne reviendra pas, et c'est tant mieux.
Voilà. On n'a pas entendu Arnaud Benedetti, votre coup de cœur. Non, pardon, Geoffroy Boulard. Oui, Arnaud, oui, c'était pour les. On vient de vous entendre. Geoffroy Boulard. Oui, mais moi, mon coup de cœur, c'est toutes ces solidarités du quotidien spontané qu'on voit dans les quartiers, dans les villes et aussi en monde rural. Cette solidarité qui s'exprime évidemment à l'égard des personnels soignants en première ligne. On voit fleurir des initiatives de fabrication de visières, de masques, il y a des chaînes de solidarité formidables. Donc moi c'était plutôt un coup de cœur ce matin. Absolument. Pour dire que il y a beaucoup de choses. On parle de tout ce qui va pas bien, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. On aura le temps d'en reparler après. Oui. Là, on est vraiment dans le pic de l'épidémie, donc on est au cœur. Eh bien, il faut aussi saluer tout ce qui se passe de spontané. Et moi, je suis maire du 17e arrondissement. Tous les jours, je reçois des propositions d'intervention, de donner de son temps, de donner parfois à distance, évidemment, mais c'est des belles, aussi des beaux moments qu'il faut aussi évoquer, même si évidemment la crise elle est dure, elle va être dure pour beaucoup de familles, on le perçoit, mais j'espère que cet élan de solidarité pendant la crise, évidemment, il va en rester quelque chose. En tout cas, on fera tout nous en tant qu'élus pour garder cet esprit solidaire. Pierre Jacquemin, c'est un ça va avec ça, oui. Ça fait bien avec mon coup de gueule. Parce que, effectivement, j'ai plutôt tendance à faire des coups de gueule, surtout en ce moment, parce que, même si effectivement, il faut bien de rappeler qu'il y a un élan de générosité, un élan de solidarité qui se crée chaque jour, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, c'est vrai que les associations, elles ont sonné la sonnette d'alarme, tiré la sonnette d'alarme, parce que elles ont, et notamment dans le secteur, je pense, de la solidarité de ceux qui sont sans abri, ou je pense, et c'est à voir avec mon coup de gueule, les migrants, par exemple, ou les réfugiés. Parce que les associations ne peuvent pas travailler dans les conditions dans lesquelles elles travaillent. Elles ne sont pas en capacité d'assurer la sécurité des travailleurs sociaux dans bien des cas. Elles ne peuvent pas accueillir des bénévoles dans bien des cas parce qu'elles n'ont pas le matériel nécessaire pour pouvoir accueillir avec les conditions de gel suffisantes, les conditions avec les masques pour accueillir les populations qui seraient des populations de sans-abri ou de personnes migrantes, par exemple. Et moi, mon coup de gueule, effectivement, ça a plus à voir avec la situation des migrants parce qu'on sait qu'aujourd'hui, de nombreux foyers de migrants ou de nombreux camps de migrants se retrouvent dans des espaces qui ne sont pas des espaces pour confiner justement des personnes qui sont plusieurs confinées entre elles, et que donc du coup aujourd'hui je pense qu'il y a un manque d'intervention là pour la peine de l'État, je pense, pour venir en aide à ces populations-là, et c'est d'autant plus dommage qu'effectivement les services de l'OFPRA notamment qui regarde les demandes d'asile et qui regarde les dossiers pour les demandeurs d'asile sont aujourd'hui à l'arrêt, et que donc du coup ça empêche les protections pour toutes les personnes qui sont demandeurs d'asile. Il y a là à mon avis un foyer explosif, parce qu'on sait que si on ne fait rien sur ces camps de migrants par exemple, ce sont des foyers d'épidémies possibles, où il y a d'ailleurs des cas aujourd'hui de camps qui ont leur premier cas de coronavirus, et que donc ça à mon avis c'est un véritable problème. On l'a vu en Espagne, au Portugal par exemple, l'État a décidé de régulariser momentanément, au moins momentanément, un certain nombre de sans-papiers, au moins pour leur donner la garantie d'une protection et aussi pour protéger les populations. Et donc je pense que l'État français serait bien inspiré de reprendre l'exemple allemand qui souhaite en plus de ça, en plus de sa propre population, de venir d'accueillir des migrants qui sont bloqués en Grèce, mais aussi le cas portugais qui a pris une bonne décision en régularisant les sans-papiers. On va marquer une petite pause et on se retrouve dans un tout petit instant avec vous pour parler de la visite d'Emmanuel Macron à Marseille au professeur Raoult. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, la visite d'Emmanuel Macron au professeur Raoult. Comment faut-il la comprendre? C'est de la com, c'est une sorte d'adoubement du professeur Raoult. On en parle avec vous. Juste avant, je l'ai dit tout à l'heure dans l'émission avec Gérard Collin. Juste moi, c'était un coup de gueule qui concerne une fiche pédagogique reçue par des profs de français de l'Académie de Rennes, où on leur dit de faire une séquence sur le journal d'Anne Frank, la célèbre confinée. Donc j'ai trouvé cet intitulé absolument scandaleux. Je ne sais pas ce que vous en pensez les uns les autres. Arnaud Benedetti, c'est pour le moins maladroit. C'est pour le moins maladroit, et c'est véritablement comparer des situations qui n'ont strictement rien à voir sur le fond. Donc ce type de comparaison me paraît en effet totalement déplacé.
totalement déplacé. Judith, une réaction? Même pas. C'est pas la première fois qu'on voit la pédagogie en folie, voilà, et ces bêtises incommensurables. Voilà, bon. Et puis j'avais juste aussi une remarque, je lis tous les journaux le matin, et le Figaro ce matin, enfin c'est pas la première fois, 3 pages d'avis de décès, c'est absolument tragique, et ça donne l'ampleur du nombre de décès, voilà. Je voulais le faire remarquer, je sais pas si quelqu'un a une remarque là-dessus. Bon, on a un problème sur les chiffres quand même, c'est-à-dire on a un problème sur la remontée des chiffres en matière de mortalité. On voit bien que concernant les EHPAD, les chiffres malheureusement montent dramatiquement tous les jours. D'ailleurs, on peut se poser des questions pourquoi cette remontée est aussi difficile. Et puis on a des chiffres qui nous manquent aussi, et dont je ne suis pas sûr qu'on puisse d'ailleurs assurer la traçabilité. C'est des chiffres de la mortalité en ville. Il suffit de discuter avec quelques médecins de ville pour se rendre compte que là aussi, il y a malheureusement des cas de décès qui sont vraisemblablement, pour un certain nombre d'entre eux, liés à l'épidémie. Absolument. Beaucoup de policiers qui racontent aussi et qui vont en intervention sont confrontés à des gens qui meurent chez eux. Donc je pense que le bilan sera beaucoup plus lourd que les chiffres qu'on nous donne actuellement. Donc hier, le président de la République est allé déjà dans un premier temps à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, nous dit-on sans caméra, mais il y a quand même eu des photos sur les réseaux sociaux de façon, dirons-nous, opportune peut-être, de façon un peu ironique. Et puis la visite au professeur Raoult hier, une démarche plutôt étonnante, surprenante. Je sais que vous avez fait une tribune dans le Figaro Vox, Arnaud Benedetti, sur le sujet que j'ai lu. Comment est-ce que vous l'avez compris, cette visite? Alors écoutez, je ne suis pas sûr que Didier Raoult ait gagné la bataille scientifique dans sa confrontation avec ses pairs, mais il est en train, en tout cas pour l'instant, de gagner la bataille de la communication. Parce que la visite d'Emmanuel Macron dans son IHU à Marseille n'est pas une validation, bien évidemment, et de toute façon ce n'est pas au président de la République de valider un protocole scientifique, c'est au Est-ce qu'il ne la valide pas? Est-ce qu'il ne la valide pas de façon indirecte? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il entend le message d'un certain nombre de politiques, qu'il s'agisse du président de la région PACA, Renaud Muselier, du maire de Nice, du président de l'exécutif corse, Gilles Simeoni d'ailleurs, qui a demandé que la Corse devienne un territoire d'expérimentation, un territoire pilote, pour l'administration du traitement préconisé par le professeur Raoult. Et il entend aussi une partie de l'opinion publique qui, c'est le moins qu'on puisse dire, écoute avec intérêt et parfois avec adhésion les préconisations de Didier Raoult. Mais Didier Raoult a réussi quelque chose sur le plan de la communication scientifique qu'aucun autre chercheur n'avait réussi jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'il a fait sortir de l'enceinte académique, bien évidemment, à la faveur de cet événement énorme et planétaire que nous sommes en train de vivre, cette crise-là, il a fait sortir une controverse scientifique dans l'espace public, dans l'espace médiatique. Donc le président de la République qui prépare un discours pour lundi, où on imagine qu'il va nous annoncer un certain nombre de choses, veut montrer aussi qu'il écoute tous les acteurs. Toutes les tendances, tous les acteurs. Et de toute façon, encore une fois, le professeur Raoult est un professeur dont, disons, la trajectoire scientifique parle pour lui, et il n'est pas étonnant d'une certaine façon qu'il se rende à Marseille, même si je pense qu'un certain nombre de ses proches n'y étaient pas automatiquement favorables. Oui. Judith Weintraub. On sait très bien qu'il n'y était pas favorable. On a su, grâce au Canard enchaîné d'ailleurs, que c'est Emmanuel Macron lui-même qui a dû ordonner au ministre de la Santé, Olivier Véran, que des tests soient faits correctement, c'est-à-dire en respectant le protocole du professeur Raoult, pour qu'enfin l'association entre hydroxychloroquine et azithromycine soit testée, et encore à Montpellier seulement. L'essai européen Discovery ne le fait toujours pas. À Angers, on ne le fait toujours pas. Grosso modo, Emmanuel Macron se retrouvait confronté à une opinion dont une large partie était persuadée que le professeur Raoult était victime d'une loi du milieu. Et j'emploie à dessein
cette expression qui rappelle la mafia. Beaucoup de gens pensent qu'il y a une collusion entre nomenclatura scientifique et politique au plus haut niveau pour empêcher les Français de profiter d'un traitement dont ils ne voient pas de conséquences dangereuses ou fâcheuses. Alors évidemment, comme tout médicament, l'hydroxychloroquine et encore plus en association avec l'azithromycine présente des risques d'effets secondaires. D'ailleurs, le professeur Raoult ne l'a jamais caché. Mais il fallait absolument que Emmanuel Macron casse ce sentiment qui a été largement alimenté par la véritable campagne. Je ne sais pas si elle est concertée, mais en tout cas c'est l'impression que ça a donné, qu'ont mené un certain nombre de scientifiques et de politiques qui ont accès au débat public contre le professeur Raoult. On a quand même entendu tout, que son médicament, que son traitement pouvait tuer, etc., etc. Donc en termes de coût-bénéfice, pour Emmanuel Macron, l'opération est évidemment tout bénéfice pour le professeur Raoult aussi. Aussi, oui. Alors, Pierre Jacquemin ? Moi, j'aimerais d'abord juste mettre un bémol sur, parce que évidemment que Emmanuel Macron aille sur le terrain, ça me paraît être une bonne chose, surtout dans cette période, même si son bain de foule en Seine-Saint-Denis a été diversement apprécié, mais je pense que c'est quand même bien d'aller sur le terrain, et notamment d'aller sur le terrain pour aller au moins écouter, si ce n'est approuver les données scientifiques des chercheurs, et notamment celui de M. Raoult. Je ne suis pas qualifié pour savoir si ces productions scientifiques sont bonnes ou mauvaises. En revanche, moi, je m'interroge sur la période que l'on vit et la période de confinement que l'on vit et la restriction d'un certain nombre de nos libertés. Et je me félicite du communiqué qui a été fait hier par l'association de la presse présidentielle qui s'est alertée justement de la dégradation. Elle dit inédite dans le quinquennat de la couverture des déplacements présidentiels. Aucun journaliste n'a été convié au déplacement présidentiel hier. Et ça me paraît être dommage parce que c'est quand même un moment fort depuis le début du confinement. Il y a quand même ce débat sur la chloroquine, sur ce professeur Raoult qui a une dimension internationale, une reconnaissance internationale. Et le fait que le président se déplace officiellement et le fait savoir pour aller rencontrer ses équipes et le professeur Raoult me pose un certain nombre de questions et de problèmes parce que je pense que là, le rôle de la presse est essentiel et que c'est pas la communication du pouvoir qui peut, comme le dit le communiqué, tenir lieu de l'information des citoyens. Donc ça, c'est une première chose. Ça me paraît relever quand même d'un petit problème quand même concernant nos libertés, notamment la liberté de la presse. Bon, ça, c'est le premier point. Après, sur le débat scientifique, c'est le plus compliqué, c'est très compliqué. J'ai lu, je sais pas si vous avez regardé cette enquête de Mediapart qui me paraît très intéressante. J'ai évidemment aucun avis scientifique sur le sujet, mais quand même, moi, je suis assez surpris de ce que révèle Mediapart sur le fait que, par exemple, un institut indépendant comme le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, avec qui a, à partir d'une quinzaine de chercheurs européens, invalidé, ou pas forcément invalidé, mais en tout cas, n'a pas certifié... n'a pas établi les preuves. Les preuves, voilà. Ouais. Et on est obligé de marquer une petite pause, Pierre, mais on va revenir là-dessus, effectivement, sur le fait que beaucoup de scientifiques, et pas des amateurs, disent que le professeur Raoult ne prouve rien, même avec son dernier essai sur les 1000 personnes, les 1060 patients qu'il a traités. On va y revenir dans un instant avec vous, et vous pouvez évidemment poser vos questions et réagir avec nous sur Sud Radio. Tout de suite. Avec vous pour le 10h midi pour commenter l'actualité avec Arnaud Benedetti, Pierre Jacquemin, Judith Weintraub et Geoffroy Boulard. Nous parlons de cette visite hier à Marseille du président de la République au professeur Raoult. Un mot, Geoffroy Boulard, après on reviendra sur l'essai en lui-même du professeur. Sur cette visite, Pierre Jacquemin, vous l'avez entendu, disait c'est bizarre qu'il n'y ait pas eu de presse avec lui parce qu'à la fois c'est un peu du en même temps, c'est-à-dire on se déplace sans la presse, mais en même temps tout le monde est au courant qu'il s'est déplacé. Oui, alors moi sur la presse qui n'est pas conviée sur certains déplacements du président de la République, moi je trouve que, ça me choque absolument pas que le président de la République aille rencontrer les soignants au Crémer-Bicêtre et a rencontré le professeur Raoult sans la presse. On doit faire uniquement avec le matériel de communication de l'Élysée en fait. Ah oui, bon alors non mais sur certains déplacements. Je crois il y a une technique très simple qu'on emploie dans certains déplacements sensibles. Je pense par exemple quand un responsable politique va dans un secteur d'hôpital réservé à des cancéreux, on fait un pool.
Hein, oui, d'accord. Que la profession désigne. Ou aujourd'hui, il y a un journaliste qui pose des questions au nom de tous ses confrères dans les points presse. Oui, qui est un minimum. Qui a du pool. Oui, qui est un minimum. Je comprends votre émoi. Alors, mais sur la communication en tant que telle, c'est quoi? Pourquoi il est allé à Marseille, selon vous? Alors, non mais moi juste pour revenir, parce que j'ai vu des images quand même avec des journalistes lors d'un précédent déplacement présidentiel il y a quelques semaines qui m'ont choqué. Les journalistes ne tenaient absolument pas les règles de distanciation. Ils étaient tous à 50 cm du président de la République. Pardon, je ne ferai pas 3 jours après que le président soit allé en Seine-Saint-Denis avec c'était mais vous pouvez pas dire ça alors que le président lui-même ne respecte pas ses distances. Non mais moi d'accord, j'entends. Je le dis, je vous le dis, ça m'a choqué. Le président de la République, il était entouré de journalistes. C'était il y a 10 jours. C'était avant son déplacement de Seine-Saint-Denis. Et j'ai été choqué de voir cela, que c'était pas organisé par l'Élysée pour le coup, et que les règles devaient être valables pour tout le monde, y compris les journalistes qui suivent le président de la République. Et, voilà. D'accord. Mais là, le sujet, Non, mais sur le sujet du déplacement, moi j'étais un peu surpris, je dois vous dire, du déplacement du président de la République auprès du professeur Raoult. C'est au ministère de la Santé, c'est au ministre de la Santé d'aller se déplacer. Enfin, chacun son rôle. Alors, je pense qu'il avait besoin. Alors oui, c'est un coup de communication. Il avait peut-être besoin aussi, de s'éviter d'avoir un ennemi qui dit ennemi politique entre guillemets, même si il n'y a pas de velléité de la part du professeur Raoult, mais je pense qu'il y avait un petit danger politique. Bon, mais moi je pense que c'était pas de son niveau pour le coup. Je pense qu'il doit pouvoir consulter, mais d'aller se déplacer à Marseille avec la nouvelle figure médiatique qui a sans doute sauvé aussi des vies. Moi je suis pas expert, je suis pas épidémiologique, je suis pas médecin. Moi j'ai pas compris ce déplacement. Je dois vous le dire, je pense que c'était du niveau d'Olivier Véran. D'ailleurs. Qu'est-ce que ça qui lui n'est visiblement pas convaincu par la technique de Monsieur Raoult. Donc c'est ce que disait un petit peu tout à l'heure Arnaud Benedetti. C'est pour ne pas se mettre à dos une très grande partie de l'opinion publique qui estime qu'on devrait. Raoult pose une question de fond quand même sur le plan scientifique, c'est-à-dire et à mon avis une question qui, s'il a raison, va mettre en difficulté un certain nombre d'institutions scientifiques, bien évidemment sous réserve qu'il ait raison, c'est qu'il remet en cause, et il l'a dit dans plusieurs interviews, notamment dans le Figaro Magazine, je crois, en fin de semaine dernière, il remet en cause la méthodologie d'un certain nombre de grands essais cliniques qui sont devenus, si vous voulez, des objets rituels du fonctionnement de la science en matière de recherche biomédicale. En d'autres termes, ce qu'on appelle les essais, les grands essais cliniques randomisés. Considérant que ces essais aujourd'hui ne répondent plus méthodologiquement, finalement, aux besoins qui sont ceux des scientifiques. Considérant d'ailleurs que ces essais sont vraisemblablement plus des outils statistiques que des outils scientifiques. Donc c'est ça la question que pose aussi sur le fond. Mais pardon, Arnaud, c'est pas un argument médical, c'est un argument moral. Il considère que quand on est en situation de pouvoir éviter que des gens meurent, eh bien on ne fait pas d'essais randomisés avec la. Mais c'est le serpent qui se mord la queue. Lui il dit, moi je ne suis pas seulement chercheur, je suis aussi médecin. Voilà. Et dans l'activité médicale, il y a aussi ce que l'on appelle le colloque singulier entre le patient et le médecin, où il y a une part d'intuition. Donc il réintroduit cette part d'intuition dans finalement la réponse thérapeutique qu'il propose à la communauté nationale. C'est un peu le serpent. Juste une seconde. Cet après-midi, tout à l'heure, il y a un article. Enfin non, c'était hier dans Le Monde. 54 troubles cardiaques, dont 4 mortels, chez des malades qui prennent ce médicament, avec des remontées qui ne sont pas forcément faites un petit peu partout. L'étude en elle-même du professeur Raoult, il a traité 1000 personnes. Il a choisi, en gros, les gens qu'il traitait. Ceux qui ont guéri sont dans la moyenne de ceux qui guérissent sans le traitement. Donc, on pose la question de savoir qu'est-ce qu'il a prouvé avec cet essai sur 1000 personnes. Mais ça, c'est très simple. Si on considère qu'il y a une objection morale à donner à des gens du placebo
et donc à risquer de les laisser mourir, vous n'aurez pas la réponse pendant l'épidémie. Vous ne l'aurez pas. Vous l'aurez à la fin. Vous l'aurez à la fin en comparant les chiffres de la mortalité à l'IHU de Marseille et dans les autres hôpitaux. Vous ne l'aurez que comme ça. D'autant plus que, je l'ai dit tout à l'heure, les études ne sont pas loyales. La plupart, sauf à Montpellier, ne testent pas le protocole du professeur Raoult tel quel. Quelle est la question importante pour l'instant? C'est la dangerosité. Moi, l'article du Monde que vous citez, je l'ai trouvé un peu bizarre. En revanche, j'ai lu celui du Figaro de ce matin est pour le coup très clair. Celui du Figaro dit que les cas de guérison ne sont pas probants. On ne sait pas si c'est dû à la chloroquine ou non. Oui. Alors, j'ai lu ce matin l'avis de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, fondée sur des études pharmacologiques, qui conclut, étant donné les risques et la dangerosité, qu'elle ne s'explique pas les restrictions apportées par la Direction générale de la santé au traitement du professeur Raoult. Excusez-moi, là, c'est pas un article de journaliste, hein. Je suis d'accord avec... Non, mais l'article du journaliste reprend des études. Le journaliste, je ne veux pas vous le dire, enquête et prend. L'article est assez argumenté. Celui du Figaro, c'est pas le journaliste qui donne son avis. Je ne vais pas porter. Vous permettrez que j'utilise mon droit de retrait et que je ne pense pas. Oui, non, mais je parle pas de. Voilà. Je voulais juste vous faire écouter ce que disait le professeur Juvin, chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris, qui était ce matin sur Sud Radio. On sait que la chloroquine a un effet sur le virus, ça c'est certain, mais les résultats qu'il publie sont encore déroutants pour une raison très simple que je vais essayer de vous résumer. C'est que si vous donnez rien du tout aux patients ou si vous leur donnez un café au lait tous les matins, vous pouvez penser que naturellement 98% des gens vont guérir, naturellement. Et c'est à peu près le taux de guérison qu'il observe avec la chloroquine. C'est pour ça que ce qui est très troublant dans le travail de Raoult, c'est qu'il n'y ait pas de groupe contrôle, comme on dit. Pour être certain qu'un médicament fonctionne et que ça ne soit pas l'effet du hasard ou de l'évolution naturelle de la maladie, il faut comparer ce médicament à rien. Et c'est seulement en voyant si ceux qui ont bénéficié du médicament guérissent plus vite ou mieux que ceux qui n'ont rien reçu que vous pouvez dire que ça marche. Or ça n'a pas été fait. Bon, ça reprend effectivement les arguments de ceux qui disent attention à l'usage. Qui est-ce qui veut intervenir? Moi, je veux bien, Pierre, pour Pierre Jacquemin. Pierre Jacquemin. Pardon. Bon. Non, mais moi, c'est compliqué, je trouve, d'avoir un débat posé, apaisé sur la réalité de l'efficacité de la chloroquine, parce qu'on voit bien que scientifique contre scientifique, on va chacun pouvoir opposer un tel a dit ça, tel chercheur a dit ça. Moi, tout à l'heure, j'ai cité l'Institut indépendant qui a le Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur qui a dit que les travaux du professeur Raoult manquaient d'expertise dans les domaines clés, notamment dans la question sur la question de l'épidémiologie. Donc, je trouve ça très, très, très compliqué. Vraiment, Non, mais là, revenons effectivement sur l'aspect politique de la visite d'Emmanuel Macron et la question qui est celle de cette visite qui, d'une certaine manière, quand même indirectement donne. Arnaud Benedetti disait quelque chose de très juste tout à l'heure. Je pense que il y a eu une part peut-être de mépris ou de condescendance politique de Paris, notamment vis-à-vis des travaux du professeur Raoult, et sans doute Emmanuel Macron a voulu se racheter une cote de popularité parce qu'on sait que le professeur Raoult bénéficie d'une grande confiance et une grande cote de popularité en France, et donc sans doute il va chercher à redorer un peu son blason en allant à sa rencontre, et on verra peut-être que lundi il annoncera qu'effectivement il a été convaincu par les travaux et par la démarche du professeur Raoult. Moi je reviens sur cette enquête de Mediapart parce qu'on le dit pas suffisamment. Je dis pas que ça vaut argent comptant et que il y a un cas de suspicion à avoir, et de toute façon on sait très bien que dans le secteur de la santé, de la recherche, de la médecine, il y a aussi le rôle des labos qui sont très importants, mais quand même il y a quand même des sujets qui entourent le professeur Raoult qui, moi, me pose question. C'est-à-dire que le fait qu'il ait reçu Raoult, qui se targue d'être quelqu'un d'indépendant, le fait qu'il ait reçu des laboratoires comme le laboratoire Mérieux,
des dons, des rémunérations aussi, alors qu'on sait que le laboratoire Mayo est un producteur de tests de dépistage de Covid-19 et que ce qui fait la gloire du professeur Raoult, c'est aussi le fait qu'il fasse des dépistages massifs à Marseille, pose question. Pareil avec Sanofi, il a reçu des financements et des rémunérations pour son laboratoire de recherche. Bon, sans doute, c'est très bien parce que c'est nécessaire, parce qu'il faut, il faut que ces laboratoires puissent exister, puissent faire leurs travaux, mais on ne peut pas ne pas s'empêcher de penser quand même que le fait que Sanofi ou Mérieux soient liés aussi au test de dépistage du Covid-19 renforce cette idée que ce serait la solution idoine pour pouvoir sauver les gens. Oui, alors à ceci près, Jacques, Pierre, pardon, à ceci près, c'est que finalement, je veux dire, c'est assez équanimement réparti, c'est-à-dire que d'autres promoteurs, d'autres essais eux-mêmes ont reçu des dons et des financements de laboratoires. C'est un processus qui est malheureusement ou heureusement d'ailleurs, on n'a pas à juger, enfin en tout cas je ne me sens pas habilité à le juger, mais c'est assez courant. Arnaud, je veux juste préciser une chose. Je ne dis pas que le professeur Raoult est un professeur corrompu et qu'il n'a aucune crédibilité scientifique parce qu'il a été acheté par des laboratoires. Je dis juste que ça pose quand même question sur le message qui est envoyé et ça doit aussi nous interroger sur la manière dont l'État français gère la production de la science, gère la recherche scientifique et gère aussi la création, la construction, la fabrication des médicaments et que donc tout ça doit être aussi nous interroger sur la neutralité, la transparence et le caractère public qui devrait être celui de la recherche scientifique et de la fabrication. La transparence, elle y est, puisqu'on sait, on connaît ces circuits de financement. Sur les liens du professeur Raoult avec les laboratoires, pas exactement. Bah si, absolument. Il suffit d'aller sur le site de l'IHU. Il y a obligation pour les chercheurs maintenant de déclarer les liens d'intérêt. Bien sûr. Et deuxième chose, pardon Valérie, je rappelle que Sanofi propose de donner l'hydroxychloroquine. Pas de vendre. Absolument. Contrairement à c'est vrai. Juste une question pour sortir. J'allais vous appeler professeur Raoult, Geoffroy Boulard. Non, Valérie, juste pour sortir. Juste pour sortir, je voulais qu'on sorte un petit peu. Oui, allez-y, parce que je voulais vous poser la question est-ce qu'il a bien fait ou pas d'y aller, Emmanuel Macron? Oui ou non? Moi, je pense que c'était pas forcément son rôle d'y aller. Le président de la République, il est entouré. Alors c'est bien qu'il aille effectivement consulter d'autres voies que celles du Conseil scientifique, de CARE, qui sont les conseils d'État en fait, pour aller rencontrer, échanger. Mais une visite sur place, là, j'ai pas bien compris. Ça veut dire derrière, parce qu'il faut pas oublier que professeur Raoult, effectivement, il a mis en place ses traitements, mais il a quand même il n'a pas eu le label de l'INSERM. Je tiens à le rappeler. Et que le début de la polémique. Ni celui du CNRS d'ailleurs. Non mais ils sont quand même des organismes étatiques. Donc il y a quand même beaucoup de choses. Je suis assez d'accord avec Pierre. Il va falloir remettre sur la table parce que il y a le professeur Raoult sans doute. Il aura peut-être un effet son traitement. On le saura sans doute. On le saura sans doute. Mais s'interdire. Alors attendez, laissez-le terminer. S'interdire, c'est vrai que s'interdire au niveau de l'État, à un certain moment où c'était critique, de reconnaître ses travaux, de reconnaître qu'il peut y avoir d'autres voies, d'autres manières aussi de peut-être de traiter cette épidémie. Ça, c'est une vision très centralisée, très étatique, et ça, c'est une des leçons aussi. Pourquoi parce que moi, j'ai toujours pas compris pourquoi on a refusé de labelliser l'IHU de Marseille. Pourquoi l'État a refusé? Alors, il y a quand même deux choses. On peut aussi se poser la question, parce que ça remonte plus loin que ça. Pourquoi Agnès Buzyn, ministre de la Santé, n'a-t-elle eu rien de plus pressé que d'essayer de changer le statut de l'Institut hospitalier universitaire du professeur Raoult pour l'empêcher d'accéder au financement auquel il pouvait accéder. Oui, alors d'autant Par plus, exemple, il ne faut pas croire que l'État soit insoupçonnable de clan et d'intérêt. On est bien d'accord. C'est d'autant plus troublant qu'Agnès Buzyn n'avait pas, en l'occurrence, du fait que son époux était directeur général de l'INSERM, la tutelle de l'INSERM.
Mais bon, il n'en demeure pas moins que le professeur Raoult est reconnu par les grandes institutions de recherche. Il a reçu le Grand Prix INSERM en 2010, donc c'était un chercheur d'ailleurs qui appartenait au profil. Reconnu, complètement reconnu. Donc ensuite, vous savez, ce dont on est en train de s'apercevoir, c'est que le monde de la science n'est pas un monde idéal. C'est un monde avec des luttes de pouvoir, des conflits d'ego, des conflits parfois d'intérêts. Et c'est ce que fait apparaître au grand jour aujourd'hui, encore une fois, à la faveur de cette crise, disons ces conflits, ces confrontations entre chercheurs qui sont parfois aussi des luttes de pouvoir. Allez, on marque une petite pause et on se retrouve dans un instant. Dans la suite, 81% des Français pensent que le gouvernement a caché des choses sur l'épidémie. C'est un sondage IFOP Fiducial pour Sud Radio et CNews. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff. Juste quand même un petit tour de table rapide. On a entendu Geoffroy Boulard, mais Judith, Pierre et Arnaud, est-ce qu'il a eu raison d'y aller ou pas à Marseille, le président de la République, Judith ? Oui, absolument, ne serait-ce que pour casser l'idée d'un complot visant à empêcher les Français de prendre un traitement qui fonctionne. D'accord. Pierre, Jacquemin ? Moi, je partage assez ce qu'a dit l'avis de Geoffroy Boulard. Je ne pense pas que ce soit du niveau du président de la République. C'est bien qu'il fasse la démonstration qu'il s'entoure de scientifiques et qu'il aille chercher une parole dissonante parmi les scientifiques pour se faire un avis, parce que c'est pas aux scientifiques de diriger et de prendre des décisions qui doivent être des décisions politiques. Je pense qu'effectivement, c'était plus du niveau du ministre de la Santé. Maintenant, je sais combien la communication politique est importante et que sans doute on a eu affaire là à une véritable opération de communication, de mise en valeur du président allant voir un personnage médiatique que les Français apprécient. Arnaud, Benedetti. Moi, je crois qu'il a eu raison parce que la pression de l'opinion publique et la pression politique est telle qu'il n'avait vraisemblablement pas d'autre choix que de s'y rendre. Et à partir du moment où il s'érige depuis le début de cette crise en chef de guerre, il faut qu'il soit finalement sur toutes les lignes de front. Et donc là, en l'occurrence, il est conforme à la marque, si je puis dire, pour parler en langage publicitaire, qu'il essaye de développer depuis le début de cette épidémie. Bon, bah écoutez, on verra lundi ce qu'il va annoncer. En tout cas, ce qu'on souhaite tous, c'est que la chloroquine fonctionne effectivement et que les différents tests le prouvent. 81% des Français pensent que le gouvernement a caché des choses sur l'épidémie. C'est donc un sondage IFOP Fiducial pour CNews et Sud Radio. Selon ce même sondage, plus de 7 Français sur 10 se déclarent en faveur du masque obligatoire. Et un autre sondage d'Odoxa Densou pour le Figaro nous dit à peu près la même chose. C'est un chiffre énorme. 81% des Français pensent qu'on leur a caché des choses. La semaine dernière, c'était 73%. Ce qui était déjà très important. Absolument. Les Français ne sont pas des imbéciles. On a tous constaté les circonvolutions de langage des autorités sur les masques, qui continuent à ce jour d'ailleurs. Christophe Castaner continue à dire que c'est pas scientifiquement prouvé que les masques soient utiles. Édouard Philippe l'a dit aussi. On a transformé la pénurie en doctrine. Malheureusement pour l'exécutif, ça s'est vu. Les Français ne sont pas dupes. Oui, absolument. Arnaud, Benedetti. Il est clair que, si vous voulez, la communication de l'exécutif depuis le début, encore une fois, de cette épidémie n'a pas favorisé l'adhésion des Français à la parole publique qui déjà a été très mise à mal bien avant la crise. En l'occurrence, quand on assiste au point presse de la secrétaire d'État porte-parole du gouvernement, on ne peut que naturellement se poser des questions sur la vérité du message qui est véhiculé en direction des Français. Et on voit que les changements de pied multiples et variés en termes d'expression publique traduisent surtout, finalement, l'effroi peut-être des autorités publiques devant la pénurie sanitaire à laquelle ils sont confrontés au moment où l'épidémie fait rage dans le pays. Est-ce qu'il y a eu mensonge? C'est la question. Ou est-ce qu'il y a eu incompétence? Est-ce que les deux se rejoignent finalement? Pierre Jacquemin, Geoffroy Boulard, vous qui êtes politique peut-être, Geoffroy? Je ne vais pas dire spécialiste du mensonge, ne le prenez pas comme ça. Mais je vous remercie. Si le gouvernement a caché
des informations, il devra s'en expliquer. Il y a eu des grosses erreurs de communication, mais je crois qu'aujourd'hui l'heure elle n'est pas au complotisme, à la recherche des coupables. On est dans la crise là, on n'est pas dans l'après-crise, on n'est pas dans l'après-confinement. On doit tous lutter contre cette crise inédite. Les Français à 80% considèrent qu'on leur a menti. Voilà, il faudra évidemment faire la lumière sur un certain nombre de décisions. Moi, j'ai lu aussi l'enquête de Mediapart, très 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 intéressante. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose sur des décisions politiques qui sont parfois antérieures au gouvernement actuel. Et il faudra que les politiques aussi s'expliquent, parce qu'il y a eu des décisions politiques sur les masques. C'était des décisions, c'était pas des décisions scientifiques. Mais il y a eu que ça. Voilà. Et donc il faut, je crois que si on fait de la politique, c'est pour être responsable aussi et de s'expliquer. Et puis après, il y a des contextes de l'époque. C'est facile aussi de juger après coup, mais il faudra sans doute aussi qu'on entende ces responsables de l'époque et de toutes les époques. Oui. Mais on nous a dit quand même que les masques ne servaient à rien, et on nous a dit ça parce qu'il n'y avait pas de masques. Mais parce qu'il y avait un problème de pénurie, et on le voit bien. Oui, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? C'est ça. Qu'est-ce qu'on dit? Je rappelle qu'il y a quand même une personne qui a eu l'honnêteté de dire, bah oui, on n'a pas assez de masques, donc c'est pour ça qu'on a dit qu'il n'était pas obligatoire. C'est Jean-François Delfraissy, le président du conseil scientifique mis en place par Emmanuel Macron. Jean-François Delfraissy, dont je signale au passage qu'il est membre du conseil d'administration de l'IHU de Marseille, du professeur Raoult, actif de personnalité qualifiée. Absolument. Mais Pierre, oui, mais je sais pas qu'est-ce qu'il aurait fallu, qu'est-ce que le gouvernement pouvait faire? Ils savent qu'ils n'ont pas de masque, qu'on a besoin des masques, que c'est efficace. Qu'est-ce qu'on dit? On n'a pas de masque et vous allez. On dit tout simplement la vérité. La vérité. C'est la meilleure des choses en démocratie, et on arrête d'infantiliser les Français et d'avoir une communication paternaliste. Les médecins, tout le monde. Mais pas seulement dire la vérité. D'abord, dire la vérité, mais il y a un total discrédit de la parole politique depuis le début, parce qu'on sait très bien qu'on nous a dit que oui, on pouvait aller voter parce que c'était pas risqué. Après, on nous a expliqué qu'en fait, c'est si. Au tout début de la crise, on nous a expliqué que la France ne serait pas à l'arrêt, qu'on n'enlèverait pas les enfants des écoles, qu'on n'enlèverait pas les étudiants d'aller étudier. Enfin, le discrédit de la parole politique est phénoménal. Donc oui, la vérité, c'est un minimum, mais l'action politique est aussi nécessaire. Pardon, mais sur les masques, effectivement, la vérité, elle aurait dû être dite dès le départ en disant, et je me souviens même d'une interview face à Michel Simès, ministre de la Santé, lui-même dire qu'effectivement, nous n'en serions pas là si on avait eu le nombre de masques suffisant. Mais rien que ça, déjà, le dire, c'est dire que nous n'avons pas le nombre de masques suffisants, mais nous allons tout mettre en œuvre pour avoir les masques. Et tout mettre en œuvre, ça veut dire réquisitionner les entreprises, ça veut dire réquisitionner des travailleurs, mettre la France et de ceux qui peuvent, en tout cas les entreprises qui le peuvent, au travail pour produire de l'oxygène, pour produire des masques, tout ce qui manque aujourd'hui aux médecins et aux soignants, et que c'est aussi ce travail-là qui n'a pas été fait. Il y a 2 entreprises qui devraient être réquisitionnées, qui devraient être nationalisées par l'État français, dont les travailleurs de ces entreprises le demandent aujourd'hui pour fabriquer de l'oxygène et pour construire des masques. Ça n'est toujours pas fait. Et donc là, je pense qu'au discrédit de la parole politique, il y a aussi le manque d'anticipation, voire de l'idéologie aussi, qui fait que l'État, le gouvernement français ne veut pas aller jusqu'à nationaliser des entreprises pour pouvoir mettre un certain nombre de ces entreprises en ordre de marche pour fournir le nombre suffisant de masques aujourd'hui. On ne peut pas entendre. On a commandé des masques en Chine qui vont arriver en juin. Ça n'est pas entendable pour les Français aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord. Non, mais il est clair qu'il y a un hiatus aujourd'hui, depuis encore une fois le début de cette crise, entre une communication qui est une communication martiale, qui se veut extrêmement volontariste, qui utilise la métaphore guerrière, et des actes qui ne correspondent pas sur le fond à cette communication. Et ce hiatus, il introduit forcément le doute dans l'opinion publique et la défiance. Oui. Judith? Oui, moi je trouve, de toute façon, depuis le début, je trouve que la terminologie guerrière est mal adaptée. Mais pour parler pourquoi parler de nationalisation à un niveau beaucoup plus modeste dans les villes dont les maires ont pris des arrêtés qui ont ensuite dû tomber pour rendre obligatoire le port du masque. Il y a des gens qui ont fabriqué des couturiers, des couturières. Toutes ces initiatives-là aussi, elles sont positives. Pourquoi les arrêter? Pourquoi donner un coup d'arrêt comme ça? Oui, Geoffroy Boulard, vous dans le 17e.
Oui, non, mais je suis d'accord avec Judith. Comment ça s'est passé chez vous? Vous avez, enfin, le Conseil régional d'Île-de-France a commandé des masques. Heureusement oui. Qu'on a eu l'aide de la région Île-de-France, que c'est pas la mairie de Paris qui nous en a fourni. Non, mais je le dis concrètement. Et là, on espère. Les ne sont pas finis. Non, mais là, j'espère, oui. j'espère qu'on va avoir une nouvelle arrivée, une nouvelle commande de la région Île-de-France. Mais rien n'est moins sûr avec les réquisitions de l'État qui a tellement bien géré, qui a tellement bien géré ses propres achats depuis le mois de janvier, avec une multitude de cellules ministérielles, interministérielles qui ont complètement échoué. Ça aussi, ça c'est quelque chose qui va exploser. C'est tout à fait honteux. Donc nous, on essaie de les remettre en priorité. On les distribue au personnel soignant, aux commerçants qui sont en première ligne, tous ceux qui sont ouverts, les pharmaciens. Moi, je suis très surpris de ce qui se passe au niveau des pharmacies. Les pharmaciens eux-mêmes n'ont pas de masque pour leur personnel. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Le temps est à la solidarité, à l'unité, mais on doit aussi pouvoir se poser des questions. Voilà. À l'unité, je trouve dommage, compte tenu du fait que Geoffroy Boulard a eu des propos tout à fait mesurés tout au long de l'émission, disent que c'est tout blanc, tout noir d'un côté, que la mairie de Paris fait mal. Pierre est de retour. Alors que quand même, la ville de Paris a fait le nécessaire, à minima en tout cas de ce que je sais, pour les services sociaux et les agents de la ville de Paris. Très tardif. Qui sont tous les jours à l'œuvre pour nous apporter les services dont on a besoin. Non mais très Allez, tardif. merci. On n'a plus le temps. Merci à tous les quatre en tout cas. Et dans un instant, vous retrouverez André Berkoff et nous on sera là lundi matin, lundi de Pâques. On sera sur le pont pour vous accompagner. 0826 300 300. Vous connaissez le numéro de Sud Radio. Très bon week-end, confiné bien évidemment à vous tous. Merci.